Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on a quelqu'un, Hilda, ok, bonjour. Très bien. Très bien, Taïm. Parfait, parfait. Donc, on va démarrer notre session. Euh, je vais commencer par me présenter. Par la suite, je céderai la main à Achir. Donc, je m'appelle Wadi Msedi. Je suis expert en cybersécurité avec une vingtaine d'années d'expérience. J'ai démarré ma carrière chez British Telecom en tant que pentester. Par la suite, j'ai travaillé chez Schlumberger France en tant qu'intégrateur de solutions de sécurité. En 2011, j'ai créé mon propre business et une entreprise qui s'appelle Athena, qui est spécialisée en cybersécurité. Et au bout de 12 ans de développement de cette entreprise, qui était d'ailleurs très active sur le continent africain, j'ai rejoint avec mon équipe le groupe Forvis Mazar pour créer le centre d'excellence cybersécurité de Forvis Mazar. Et aujourd'hui, je suis l'associé cybersécurité en charge de ce centre d'excellence. Donc, je te passe la main, Chir. Très bien, merci beaucoup Wadi. Bonjour à tous. Donc moi aussi, Sherfa, l'expert en cybersécurité. Ça fait 12 ans que je travaille dans le milieu. J'ai commencé à P1 Security en France, spécialisé dans la sécurité des réseaux mobiles. On avait travaillé avec beaucoup d'opérateurs, de carrières, de régulateurs, etc. Ensuite, j'ai rejoint le monde du conseil, d'abord à PwC France, en tant que consultant cyber. Et ensuite, de PwC, j'ai fait Accenture. Et ensuite, je suis rentré à Dakar pour rejoindre Forvis Mazars. Et je suis en charge de l'activité cybersécurité et business continuity à Forvis Mazars Dakar. Et donc, on s'appuie également beaucoup sur l'expertise et l'aide du centre d'excellence que dirige Wadi. Donc, on travaille souvent sur différents projets de sécurité. Donc, voilà. Alors, je vois que le chat commence à être nombreux. Il y a 27 personnes en cours, donc on va démarrer quand même. Donc, le thème du jour, ça va être assurer la cybersécurité et la conformité lors de votre extension du SI vers le cloud ou le move to cloud. Donc, c'est un sujet très, très important, cybersécurité et conformité. On va essayer de voir un peu les quelques aspects qu'il faut retenir par rapport à ce thème. Donc, la présentation est divisée en 3 parties. Donc, d'abord, une petite introduction pour rappeler quelques concepts, quelques généralités sur le sujet, le thème. Ensuite, on va parler un peu plus en détail de comment sécuriser, quelles sont les bonnes pratiques de sécurisation des environnements cloud. Et puis, on parlera un peu de quels seraient les impacts sur la conformité, avec quelques exemples, notamment que Wadi va couvrir. Donc voilà, une présentation assez succincte en 3 étapes. Introduction, sécurité cloud, et puis quel est l'impact sur la conformité. Alors, sans plus tarder, on va avancer sur le prochain slide. Wadi, voilà. Alors, le cloud, de manière générale, c'est un sujet qui commence à être connu depuis quelques dizaines d'années, quelques décennies, qui est très, très lié à l'ère d'une transformation digitale de plus en plus accentuée. Donc, lorsqu'on parle de digitalisation, on parle d'opportunités, d'automatisation, de quelques avantages pour le secteur numérique et pas que. Et parmi ces avantages, le cloud offre la possibilité de réduire les coûts, tout simplement parce qu'on n'a pas à investir en CAPEX dans une infrastructure informatique. Donc, on a déjà quelque chose de prêt. Et puis, il y a la notion de pay as you go. Donc, on paye que ce qu'on consomme. On a l'avantage également d'avoir disponibilité des infra cloud parce que souvent, c'est situé dans différentes zones géographiques distinctes. Donc, il y a une haute disponibilité qui est de base assurée par le cloud service provider. Et puis, ça permet d'avoir des capacités qu'un simple déploiement on-premise ne peut parfois pas permettre d'avoir. C'est-à-dire aujourd'hui, si on a un projet qui demande une puissance de calcul en termes de CPU, on n'attend pas d'investir, d'avoir la machine, etc. On peut directement utiliser la puissance du cloud. Donc, il y a ce qu'on appelle la notion de
scalability, je vais y arriver, qui permettent de dire augmenter et réduire les capacités selon les besoins. Donc, un projet qui dure 1 mois, vous avez besoin d'une puissance de calcul plus importante. On peut, d'un seul clic, augmenter la puissance de la machine, puis le temps du projet, après retirer un peu les capacités. Donc, ça, c'est une notion également de flexibilité qui permet le cloud et qui, dans un environnement classique, ne serait pas facilement envisageable. Et donc, il y a toute la puissance des nouvelles technologies et puis, plus important, le time to market. On a des projets business qui ont des fois des deadlines, des fois des temps assez compressés. Donc, le cloud permet de rapidement déployer ces applications, en tout cas ces projets, ces services, de manière très, très facile, tout en respectant le temps du business. Et puis, si on dit ça, c'est quoi le cloud? Il faut qu'on précise également qu'est-ce qui n'est pas le cloud. Qu'est-ce qui n'est pas le cloud? C'est par exemple avoir sa machine comme peuvent le proposer quelques fournisseurs data center, prendre la machine physique, aller le déployer dans un data center, que ce soit Sénégal Numérique, Orange, etc. En Optigo, enfin, on ne peut pas faire de publicité. Ça, c'est pas du cloud. Pourquoi c'est pas du cloud? Parce que il y a un des critères qui n'est pas respecté, qui est le fait de pouvoir augmenter ou réduire la capacité et puis avoir cette notion de flexibilité. Donc, c'est juste un transfert de l'infra on-premise. On a juste transféré son infra on-premise, mais la responsabilité intégrale incombe toujours au client qui a déposé sa machine. Donc, ça, c'est pas du cloud. Ça le ressemble, mais c'est pas du cloud. Donc, le cloud suppose de ne pas investir en CAPEX sur l'infra et surtout d'avoir cette flexibilité et d'avoir cette capacité de payer selon le service. Il y a une notion de modèle de service qui va être très, très important lorsqu'on parlera de cloud. Donc, voilà un peu quelques avantages. Et lorsqu'on parle d'avantages, évidemment, il y a quelques défis à relever. Donc, le premier défi, lorsqu'on utilise une infrastructure cloud, c'est de dire où se trouvent mes données. Est-ce que mes données sont en sécurité? Et la première question à se poser, c'est par rapport à son domaine d'activité, c'est de dire que me dit la réglementation? Est-ce que, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est un sujet à part, mais est-ce que j'ai, du point de vue réglementaire, j'ai le droit en tout cas, d'avoir une localisation des données qui est en dehors d'un espace dédié. Donc, c'est le cas des banques aujourd'hui. Quand on prend la zone Afrique de l'Ouest, la réglementation interdit d'avoir les données bancaires, financières en dehors de l'espace UEMOA. À ma connaissance, il n'y a pas un grand clouder parmi les 3 majeurs, Amazon, AWS, et Microsoft et GCP. Et donc, ça c'est la première question à se poser. La seconde question, c'est aujourd'hui, est-ce que j'ai les compétences suffisantes? Parce que le cloud, selon le modèle de service utilisé, il y a une responsabilité également du côté du client et une responsabilité du côté du provider. Et ça, on va y revenir. Et souvent, c'est un sujet qui est assez peu compris. Est-ce que j'ai les compétences en termes de déploiement? Est-ce que j'ai les bons ingénieurs, etc. À moins qu'on utilise des services de type SaaS avec un niveau de responsabilité très, très bas pour le client, ça demande aussi de nouvelles compétences à acquérir. Et donc, ça, c'est un sujet extrêmement important pour pouvoir continuer à réussir son move to cloud. Et puis, la gestion des coûts, savoir quantifier ses coûts, parce qu'in fine, rien ne nous appartient, c'est du service. Et donc, l'utilisation de ces services-là doit être bien quantifiée en termes de finances et dire, est-ce que après l'utilisation pendant X temps, est-ce que c'est rentable ou pas d'utiliser ça? Et puis, il y a beaucoup également d'aspects de conformité, de gouvernance à comprendre autour du cloud. Et ce n'est pas si différent de la situation on-premise, c'est que juste qu'aujourd'hui, on passe du on-prem vers le cloud, mais en termes de responsabilité et de sécurité, le changement n'est pas si important. Évidemment, le cloud a quelques spécificités qu'on va discuter plus tard, mais c'est les mêmes responsabilités, comme si vous aviez vous-même vos données on-premise. Et donc, il y a la notion, il y a le concept de la responsabilité. Moi, je suis responsable en tant que client de ce qui est
dans le cloud, donc tout ce que je mets dans le cloud, et donc le cloud service provider est responsable du cloud, donc de l'infra, de tout ce qui est autour du cloud, et donc tout ce que je mets dedans, comme c'est moi qui l'opère, je suis responsable de ce service-là et de la sécurité. Et donc, voilà, il y a ces quelques principes-là qu'il faut avoir en tête. Et pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont les défis de sécurisation du cloud? Alors, sur l'aspect sécurité, comme d'autres sujets, il y a quelques idées reçues. Donc, la première idée reçue, c'est de dire nous sommes dans le cloud maintenant, côté sécurité, basta cosy, il n'y a rien à faire, tout est sécure. Donc, ça rejoint ce que je venais de dire. Ça dépend vraiment du modèle de service. Donc, tout n'est pas sécurisé. Et donc, aujourd'hui, on voit des situations dans lesquelles on a des fuites de données massives du fait d'une mauvaise configuration. Et donc, voilà, ça, c'est des sujets à prendre en compte. Donc, il y a une responsabilité du client également vis-à-vis de la sécurité. Alors, deuxième idée reçue, nous ne risquons pas de perdre les données du cloud. Alors, oui et non. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'exemple en 2019 d'OVH qui avait un incendie dans son data center de Strasbourg. J'avais quelques clients qui avaient leurs données là-bas et ça a fait beaucoup de tollé parce que en réalité, le service cloud, c'est une question de contrat. Si dans le contrat, vous avez toutes les mesures de sauvegarde, de restitution, de réversibilité des données, etc., c'est une bonne chose. Maintenant, le clouder, il a des milliers de clients, il n'a aucune comment on l'appelle, responsabilité. Si le contrat ne stipule pas ces sauvegardes-là, ces ressources-là, cette dispatching des données dans différents AZ pour prendre le cas d'un WZ. Donc, c'est une notion qu'il faut intégrer dans le projet du Move to Cloud et s'assurer qu'au niveau contractuel, on a tout ce qu'il faut en termes de sauvegarde et en termes de localisation des données. Donc, ça, c'est un sujet très, très important. La troisième idée reçue, c'est qu'on considère que les outils que propose le service provider sont suffisants, etc. Il est vrai que les grands service providers mettent à disposition des outils aux clients, mais c'est des outils qu'il faut activer, qu'il faut des fois payer, donc c'est du service, que ce soit sur je prends les firewalls, tout ce qui est les scans de vulnérabilité sur les environnements cloud, tout ce qui est gestion des identités et des accès également. Il y a plein d'outils qui sont à disposition des clients. Et ces outils, il faut les connaître, il faut les activer. Des fois, il faut les payer. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'automatique lorsqu'on migre vers le cloud. Et quatrième et dernière idée reçue, c'est que les applications sont sécurisées par défaut, ce qui n'est vraiment pas vrai. Et pour donner l'exemple récent, c'est que l'exemple d'AWS, il y a ce qu'ils appellent le bucket S3, donc qui est le service de stockage des données. Et ce service existe depuis 2006. Et c'est en 2023 que AWS décide par défaut de chiffrer les données dans le bucket S3. Et donc, il y a eu beaucoup qu'on appelle de situations où il y avait du data leakage sur ce bucket S3. Parce qu'en fait, ça va être la première cible des cyberattaquants de dire est-ce qu'il y a des données qui peuvent être exposées sur Internet est-ce que ces données-là, quand bien même j'accède au bucket S3, est-ce que je peux récupérer les données de manière totalement en clair, sans chiffrement. Et donc, AWS a attendu 15 ans pour pouvoir dire je chiffre par défaut tout ce que vous mettez dans le bucket S3. Et donc, ça, c'est des situations qu'il faut avoir en tête. Et donc, par défaut, tout n'est pas sécurisé. Et donc, il faudra vous-même, en tant que client, l'activer. Et donc, c'est qui nous pousse à parler un peu du modèle de responsabilité. Donc, c'est qui est un sujet très, très important. Et donc, le premier à prendre en compte lorsque vous décidez de migrer vers le cloud. Donc, le cloud, il y a 3 types de services, classiquement. On a rajouté un quatrième type de service. Donc, il y a le SaaS, donc, qui est très simple, c'est-à-dire que vous accédez à la couche applicative et donc vous êtes responsable que les données que vous mettez sur l'application. Donc, c'est le cas, je donne un exemple assez basique. Quand vous utilisez Facebook, vous l'utilisez comme du SaaS. Facebook, ce n'est pas vous qui avez développé l'application. Donc, vous l'utilisez, vous avez vos vos données. Et si vous voulez récupérer vos données, vous sauvegardez, vous exportez vos données. Et c'est vous que je fais à travailler. Offrir le service à d'autres clients, d'autres personnes, etc. Donc, c'est le même modèle. Vous n'avez la responsabilité que ce qui est sur les données.
Alors, quand on prend l'exemple du pass, le pass, c'est que le service provider met à disposition la plateforme. Donc, souvent, c'est une machine virtuelle. Et donc, vous déposez votre application sur la machine virtuelle, sur la plateforme. Et donc, vous êtes responsable de la sécurité de votre application en réalité, parce que la machine virtuelle, avec l'OS, tout est bien configuré. Et donc, tout ce qui est au-dessus de l'OS, le client est responsable de la gestion sécurisée. Et de la même manière, lorsqu'on parle de IaaS, c'est une couche encore plus basse. Le provider met à disposition l'infrastructure, c'est-à-dire tout ce qui est CPU, RAM, serveur, etc. Donc, on top of that. Donc, vous déposez votre OS, ça peut être du Red Hat, du Windows, du Linux, peu importe. Et donc, vous êtes responsable de tout ce qui est au niveau de la machine virtuelle, de l'OS, l'installation de l'OS, la sécurité, les données, les applications, etc. Et donc, même tout ce qui est firewalling, la sécurisation des flux, etc., ici, il y a une responsabilité qui est partagée. Une partie, c'est géré par le cloud. Une partie, la configuration, il met à disposition un firewall, mais c'est à vous de configurer le firewall, par exemple, et tout ce qui est IAM, accès, etc. Et donc, ici, on a l'exemple d'AWS, la matrice responsable d'AWS qui dit, donc ici, un exemple, donc tout ce qui est Customer Data, Platform Application, Identity, et donc ça, c'est selon le modèle de service, hein, c'est pas général, c'est pas quelque chose de générique. Donc, si on prend l'exemple par rapport à l'analogie du SaaS, donc au niveau de Customer Data, ça, c'est pour un modèle de service SaaS. Donc, vous êtes responsable en bleu de tout ce qu'on voit ici côté Customer, et AWS est responsable du reste, toute la partie stockage, mise à disposition des bases de données, networking au sens vraiment physique, hein, networking, et tout ce qui est hardware, branchement, câble, gestion data center, tout ce qui est sécurisation du data center, etc. Ça, c'est le CSP qui en est responsable. Et donc, il faut bien comprendre, avant même d'aller vers le cloud, de comprendre ce modèle de responsabilité, de savoir quelle partie le clouder a la responsabilité et qu'est-ce qui est de mon ressort, moi, en tant que client. Et donc, selon le modèle de service, ça suppose d'avoir des compétences. Si on a du SaaS, il n'y a rien à faire. Mais si c'est d'autres services comme du IaaS ou du PaaS, ça suppose d'avoir des compétences spécifiques ou bien se reposer sur des cabinets qui ont cette expertise-là. Et là rentre la notion de SecOps et donc DevSecOps éventuellement. Et qui parle de également cloud va évidemment parler de risque de sécurité. Donc, le risque est, si vous voulez, intégré, connecté à l'activité informatique et donc qui plus est à l'activité lorsqu'on fait le move to cloud. Et donc, il y a la notion de menace, des vulnérabilités, des risques. Donc, je vais très rapidement. La notion de menace, donc c'est tout ce qui peut causer un tort à l'activité. Donc, ça, c'est le définition de l'ISO. La vulnérabilité, ça, c'est les fragilités du système d'information de manière générale. Qu'est-ce qui peut être exploité en tant que faille dans mon système. Et donc, le risque, c'est la combinaison des deux. Ça va être l'impact qu'on peut avoir sur une vulnérabilité spécifiquement. La probabilité qu'on peut avoir sur un actif. Et donc, quelques exemples typiquement de menaces, c'est assez classique, hein, c'est exactement les mêmes choses qu'on retrouve comme sur le on-prem, en plus des notions qui sont beaucoup plus accentuées dans le cloud. Donc, tout ce qui est conformité, donc ça, c'est important à regarder. Et donc, tout ce qui est compromission de l'ensemble de l'infrastructure. Et donc, le fait de dire moi, je mets mes données, je suis dans le cloud, n'affranchit pas des fois d'une responsable de faire des sauvegardes en off, donc faire de sauvegarde, hein, ne pas seulement mettre ces données au niveau du cloud. Des fois, selon la sensibilité des données, on peut dire, moi, je fais des copies au niveau local que je sauvegarde moi-même, que je ne mets pas au niveau du cloud. Je donne l'exemple, encore une fois, d'OVH, qui était un clouder assez reconnu en Europe, et pourtant, les données qui étaient hébergées dans le data center étaient perdues par la plupart des sécurités. Et donc, il y a d'autres sujets liés à l'indexation des données, à tout ce qui est également profilération des non-contrôles des accès. Donc, c'est les sujets d'IAM. Et donc, on parlera d'AirBack ici, comment on fait en sorte d'assurer une gestion automatisée des accès et des identités au niveau du cloud. Et donc, ce qui peut également nous renvoyer à quelques vulnérabilités qu'on peut voir. Typiquement, les vulnérabilités, le premier, c'est une mauvaise configuration. Aujourd'hui,
il y a une étude d'IBM qui est sortie il y a 2-3 ans et qui estimait le coût de la mauvaise misconfiguration, mauvaise configuration, était évalué à hauteur de 3,4 milliards de dollars. C'était ça le coût d'une mauvaise configuration dans le cloud. Et ça date de 2019-2020. Donc, on peut imaginer que d'ici là, depuis, ce coût-là a été multiplié sans doute par 2. Et donc, ça, c'est la première source de compromission au niveau cloud. Et donc, d'autres sujets aussi sur la gestion des API, parce que toute l'interaction entre souvent le on-premise et le cloud se fait par API, et même dans les services internes, ça se fait par API. Donc, la gestion des clés au niveau des API, c'est un sujet qui va être extrêmement important. Et puis, au niveau de la gouvernance, ça impose également d'avoir un cadre organisationnel de gouvernance de la sécurité en termes de procédures, en termes de gouvernance de la donnée. Et puis, ça reste également des sujets classiques qu'on peut trouver sur la partie on-premise. Donc, voilà un peu quelques indications sur la sécurité, donc, sur la conformité, sur la gouvernance et sur le sujet un peu plus technique. Donc, je laisse la main à Wadi qui va parler un peu du reste. Merci beaucoup, Chir. Merci encore une fois pour tout le monde d'avoir rejoint cette session. Donc, en plus des risques auxquels nous faisons face en passant sur le cloud, nous sommes également confrontés à certains facteurs de complexité qui nous rendent un peu la tâche un peu plus difficile et un peu plus compliquée. Donc, le premier facteur, c'est l'étendue de notre système d'information aujourd'hui. Nous avons généralement des systèmes d'information qui sont hybrides, qui sont composés d'infrastructures informatiques installées à la fois en interne et sur le cloud. Et donc, nous devons bien identifier les limites de notre SI qui s'étend, comme je l'ai dit, donc aujourd'hui sur le cloud, mais aussi les liens d'interconnexion entre les infrastructures internes et les infrastructures sur le cloud. Donc, on a l'interne, le cloud et tout ce qui est interconnexion entre les deux. Et le plus grand challenge, à mon avis, c'est de mettre en place une sécurité cohérente, parce qu'on n'a pas les mêmes mesures de sécurité dans les deux mondes, donc interne et cloud. Et donc, le challenge, c'est vraiment d'assurer une sécurité cohérente entre les différents composants de notre SI, quel que soit leur emplacement. Le deuxième facteur de complexité, c'est tout simplement le partage de responsabilités. Bon, Chiri, il vient d'en parler. Et ce que je peux ajouter à ce qu'il a dit, Chir, c'est qu'il n'y a pas que le client et son fournisseur cloud au niveau donc des acteurs qui interviennent sur notre environnement SI, mais il faut également identifier les sous-traitants du fournisseur cloud qui peuvent opérer notre SI ou qui peuvent tout simplement avoir de l'impact sur la sécurité de notre système d'information, plus particulièrement la partie qui est hébergée sur le cloud. Et il y a également les sous-traitants du client. Donc, il faut absolument identifier en détail les rôles et les responsabilités de chaque acteur. Le troisième facteur a généralement un impact sur la conformité légale. Et comme vous le savez, aujourd'hui, la majorité des pays disposent de lois de protection des données et plus particulièrement des données à caractère personnel. Nous devons alors prendre en considération cet aspect et surtout la localisation des données lorsqu'on passe sur le cloud. Le quatrième, c'est tout simplement l'évolution exponentielle et rapide des concepts et des technologies sur le cloud. Aujourd'hui, on a du mal à suivre donc ce qui se passe du point de vue technologie. Donc, c'est également un facteur de complexité pour les entreprises, surtout les petites entreprises. Et enfin, le cinquième facteur qui n'est pas non plus simple à gérer, c'est le fait aujourd'hui que les acteurs cloud, les fournisseurs et surtout les grands fournisseurs qui sont connus à l'échelle internationale, généralement, ils n'acceptent pas à ce qu'on négocie les clauses contractuelles. Donc, ils imposent des clauses par défaut qu'ils appliquent à tous les acteurs. Peut-être de grandes entreprises peuvent négocier, mais si je prends l'exemple de la majorité des entreprises sur la région africaine, donc généralement on a du mal à négocier ces clauses contractuelles-là, donc on peut se retrouver avec des conditions qui ne nous conviennent pas, que ce soit du point de vue sécurité ou sur d'autres sujets.
Et donc, face à ces risques et à cette complexité, nous devons mettre en place les mesures de sécurité adéquates. Et je dis bien adéquates parce qu'on peut sécuriser deux environnements sur le cloud de manière différente parce qu'on fait face à deux contextes clients différents et également à des risques qui peuvent être différents d'un client à un autre. Et donc, certains organismes internationaux tels que l'ISO ont déjà travaillé sur l'élaboration de normes et de standards de sécurisation qui sont spécifiques à tout ce qui est environnement cloud. Sur ce slide, nous présentons quelques-uns. Par exemple, la norme ISO 27017 qui est une projection de la norme ISO 27002 sur les environnements cloud. Donc, l'ISO 27002, c'est l'ensemble de bonnes pratiques de sécurité d'un système d'information. Et donc, l'ISO 27017, elle projette ces mesures-là sur les environnements cloud. L'ISO 27018 qui fait un focus sur la protection des informations personnelles identifiées. On a également la CSA Cloud Control Matrix qui est tout simplement un framework de cybersécurité des environnements cloud qui est composé de 197 objectifs de contrôle de sécurité répartis en 17 domaines. On a également le NIST SP 853 qui peut être adapté aux environnements cloud et il y a également un grand travail qui a été fait par le Center for Internet Security qui a élaboré beaucoup de guides de renforcement de la sécurité des environnements cloud et là donc je reviens sur l'idée reçue qui dit que par défaut ce qui est sur le cloud c'est sécurisé. C'est pas vrai parce que et d'ailleurs la preuve c'est que le CAS il a élaboré beaucoup de guides pour renforcer la sécurité des environnements cloud parce que il y a du paramétrage qui est généralement de la responsabilité du client. Donc, les fournisseurs cloud proposent des solutions, proposent beaucoup de mesures de sécurité, mais si le client n'utilise pas ces mesures de sécurité et surtout ne les configure pas d'une manière sécurisée, eh ben, tout simplement, on va se retrouver avec des environnements qui ne sont pas sécurisés. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, on ne peut pas vous présenter en détail ces différents standards, mais on a essayé au niveau de ce slide de regrouper quelques bonnes pratiques. Il y en a beaucoup, mais voilà, vu le temps, donc on va présenter quelques-unes. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas sécuriser quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il est vraiment très, très important d'identifier d'une manière exhaustive tous les actifs cloud et de leur associer également des propriétaires. Et il faut que l'inventaire des actifs cloud soit mis à jour d'une manière régulière. Surtout sur le cloud, on peut donc toutes les heures ajouter et enlever de nouveaux composants. Donc, il faut absolument avoir une idée sur tous les composants cloud dont nous disposons. Par la suite, en fait, il faut tout simplement faire une analyse des risques. Aujourd'hui, tous les standards parlent de la gestion des risques. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir concevoir des mesures de sécurité adaptées. Et le seul moyen aujourd'hui pour nous assurer que les mesures de sécurité sont vraiment adaptées, c'est de passer par une approche de gestion des risques. Il faut identifier les risques auxquels nous faisons face. Il faut apprécier ces risques-là. Apprécier un risque, ça veut dire identifier son niveau de risque à travers généralement l'identification ou l'évaluation de l'impact et de la probabilité d'un risque. Et par la suite, si le niveau de risque n'est pas acceptable, il y a la notion d'appétence au risque qui peut varier d'une entreprise à une autre. Il faut traiter. Traiter un risque, donc ça peut avoir plusieurs possibilités. Donc on peut refuser un risque. Et le seul moyen pour refuser un risque, c'est tout simplement d'arrêter l'activité porteuse de risque ou de changer les conditions de son déroulement. On peut accepter un risque s'il est acceptable ou si on n'a pas le choix. Dans certains cas, par exemple, à cause d'exigences réglementaires, on peut transférer un risque à un fournisseur, à une assurance, à un client. Donc, il y a plusieurs options de transfert de risque et on peut réduire le risque. Et généralement, c'est l'option la plus utilisée, c'est la réduction du niveau de risque. Comment réduire le risque? C'est tout simplement en imaginant et en mettant en place par la suite des mesures de sécurité qui vont nous permettre de réduire soit l'impact, soit la probabilité, soit les deux. Et donc, suite à cet exercice-là, nous allons être capables déjà de définir nos critères de sélection des services cloud, parce qu'on peut par exemple
refuser un risque de non-conformité légale et donc décider de ne pas aller vers le cloud parce que le cloud ne nous permet pas donc de garantir que les données soient hébergées dans notre pays. On peut également limiter les périmètres d'utilisation autorisés du service cloud, mais comme je viens de le dire, donc on peut concevoir des mesures de sécurité et élaborer des politiques de sécurité. Il y a plusieurs types de mesures de sécurité. Sur ce slide, on prend la dernière catégorisation de la norme ISO 27002 en sa version donc 2022. Donc, il y a les mesures de sécurité technologique, organisationnelles, les mesures de sécurité applicables aux personnes et les mesures de sécurité physique. Peut-être le plus simple, c'est la partie technique parce que généralement, on a les solutions techniques, par exemple, pour assurer le contrôle d'accès, le chiffrement des données, des flux, pour cloisonner les réseaux, pour se protéger contre les codes malveillants. Il est également très important de mettre en place des mesures de gestion des configurations et surtout de détection des changements de configuration non autorisés parce que il faut qu'on soit capable de détecter les changements non autorisés et de rectifier le tir rapidement. Sur le volet organisationnel, il y a encore une fois la notion de rôle et de responsabilité à bien définir donc pour les différents acteurs internes et externes. Il faut bien documenter les engagements contractuels donc entre le client et son fournisseur cloud. Il faut prévoir un droit d'audit pour pouvoir auditer votre fournisseur cloud en cas de besoin. Il faut définir la stratégie de sortie et ça c'est très important parce qu'on peut changer d'avis, on peut décider de sortir donc d'un fournisseur cloud. Et donc, il faut que cette sortie-là soit déjà donc bien cadrée et bien prévue avant de signer un contrat avec un fournisseur cloud. Il faut également mettre en place des mesures de classification et de marquage des informations, des mesures de gestion des changements, ainsi de suite. Sinon, il y a quelques mesures quand même qui restent des mesures soit techniques, soit organisationnelles, soit applicables aux personnes, soit physiques, mais sur lesquelles je veux mettre un peu plus l'accent. Donc, on a le contrôle, tout ce qui est création et d'utilisation des ressources sur le cloud pour éviter ce qu'on appelle le cloud sprawl ou encore la prolifération incontrôlée des instances. Donc, il faut mettre en place des mesures de sécurité pour éviter de mauvaises surprises et également coûts qui sont pas acceptables. Il faut prévoir les mesures de réversibilité qui vont nous permettre de récupérer nos données si jamais on sort, on décide de sortir. Si jamais également on décide de travailler avec deux fournisseurs cloud différents, donc il faut que les données soient compréhensible des deux côtés. Donc, c'est très important, les mesures de réversibilité. Et bien évidemment, mettre en place un dispositif de secours. Et malheureusement, la question n'est plus si on va être attaqué ou pas, mais est-ce qu'on est prêt? Donc, être prêt aux attaques, ça veut dire détecter à temps et agir rapidement. Donc, il faut mettre en place un dispositif de surveillance des environnements cloud, de détection des incidents et de réponse aux incidents. Et là aussi, il ne faut pas se contenter des mesures de sécurité qui sont implémentées chez le fournisseur cloud, car, donc, comme ça a été évoqué, donc la responsabilité, elle est généralement partagée. Là, on va faire un focus sur l'effet de l'utilisation du cloud sur la conformité en cybersécurité. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais essayer d'aller vraiment très rapidement. Je vais commencer par présenter quelques standards aujourd'hui qui sont imposés à certaines organisations. Donc, ça peut être de la réglementation, ça peut être des lois ou tout simplement un standard qu'une organisation donc doit respecter. Donc, il y a le Swift CSP, par exemple, qui a été et qui est un programme de sécurité qui exige à tous les utilisateurs Swift, et notamment les banques, d'attester annuellement leur conformité par rapport à un standard qui s'appelle le CSCF. Il y a le PCI DSS qui s'applique à toutes les entités qui stockent, traitent ou transmettent les données de cartes bancaires et même les entités qui peuvent avoir un impact sur la sécurité des données de cartes bancaires, notamment les banques, les commerçants, les prestataires de services, les fournisseurs cloud aussi. Il y a l'ISO 27001. Il y a beaucoup de réglementations donc sur tout ce qui est protection des données à caractère personnel. Et selon le standard de conformité, selon également la configuration de l'entité soumise à une exigence de conformité, le périmètre d'application des exigences de conformité cybersécurité s'étend généralement aux environnements cloud. Et donc là aussi, on a malheureusement beaucoup d'idées reçues qui sont pas vraiment justes. Donc, on pense souvent que si notre fournisseur cloud est certifié par rapport à un standard particulier, notre environnement le sera systématiquement. Ce n'est pas vrai,
car le périmètre de conformité d'un client est généralement différent de celui du fournisseur, même si l'environnement informatique de conformité, il est 100% sur le cloud. Je peux citer l'exemple des personnes qui font partie d'un périmètre de conformité et qui appartiennent au client. Elles ne sont pas, dans le périmètre de conformité du fournisseur cloud. Donc, il faut vraiment faire très, très attention par rapport à cette notion de conformité. Certaines personnes pensent que pour être conforme, il suffit d'appliquer des mesures techniques aux environnements cloud. Ceci n'est pas suffisant, car en fait, le périmètre peut être plus large que l'environnement cloud, mais aussi les standards exigent généralement beaucoup de mesures, autres que celles techniques, telles que les mesures organisationnelles. On pense souvent également que la sécurité physique est hors périmètre car elle est gérée par le fournisseur cloud. Ce n'est pas toujours vrai, même si toute l'infra est sur le cloud. Par exemple, nous devons sécuriser les accès de nos collaborateurs aux environnements cloud. Et enfin, une quatrième idée reçue est le fait que certains processus tels que la gestion des incidents est assuré 100% par le fournisseur cloud. Ce n'est généralement pas vrai car en fait, on a toujours une implication du personnel interne d'un client dans la gestion des incidents. Parce que justement, les incidents ne touchent pas uniquement les périmètres qui sont sous la responsabilité entière du fournisseur cloud. Donc, les incidents peuvent toucher les périmètres dont la responsabilité est partagée ou encore les périmètres qui sont 100% sous la responsabilité du client. Quelques vraiment facteurs qui peuvent vous aider à assurer des projets, le succès plutôt de projets de conformité lorsque on parle conformité cybersécurité et sur le volet cloud. Tout d'abord, il faut vraiment optimiser les périmètres de conformité car il est beaucoup plus simple de certifier ou de mettre en conformité un petit périmètre qu'un grand périmètre. C'est plus efficace, plus simple et moins coûteux. Il faut déterminer d'une manière très précise les périmètres de conformité du client et du fournisseur. Et lorsqu'on dit périmètre, c'est pas que les infrastructures technologiques. On parle de personnes, de technologies, de processus et également d'emplacements physiques. Il faut que les exigences applicables au client soient définies d'une manière précise parce qu'on a un standard, on a des exigences. Il y a des exigences qui sont appliquées uniquement aux clients, d'autres qui sont appliquées uniquement aux fournisseurs, mais généralement une bonne partie qui est appliquée à la fois aux clients et aux fournisseurs. Il faut vraiment les identifier et faire engager votre fournisseur cloud à respecter les exigences de conformité qui lui sont imposées. Il faut également identifier les processus dont la gestion ou la responsabilité est partagée, tels que les deux exemples que je viens de citer, gestion des changements, des incidents. Il faut documenter tous les engagements du fournisseur de services cloud. Il faut également définir les actions que le fournisseur doit faire pour supporter votre conformité. Par exemple, s'il doit faire des scans de vulnérabilité, s'il doit faire des tests d'intrusion, par exemple, et vous fournir des preuves pour que vous utilisez ces preuves comme étant des éléments de preuve de conformité. Dans certains cas, on a besoin de son autorisation pour lancer des actions telles que des tests d'intrusion. Si on va pentester un système qui est sur le cloud, on a besoin de l'autorisation de l'hébergeur ou du fournisseur cloud. Donc, il faut que ce type d'autorisation soit prévu, encore une fois, avant de nous engager avec un fournisseur cloud. Mettre en place également un processus de surveillance de la conformité du fournisseur de services cloud à ce standard et même de ses sous-traitants. Et si je prends l'exemple du PCI DSS, le PCI DSS exige de mettre en place un programme de surveillance des fournisseurs. Donc, il y a la due deal à faire avant de s'engager avec n'importe quel fournisseur, mais il y a aussi une surveillance annuelle à faire pour vérifier que le fournisseur respecte toujours les différentes exigences de sécurité. Il faut également superviser les évolutions côté services et infra pour voir si ces évolutions peuvent avoir un impact sur votre sécurité. Et ici, vous avez également quelques, disons, recommandations, mais qui sont appliquées à n'importe quel projet de conformité. Elles ne sont pas spécifiques au projet cloud. Et je finis avec ce slide. Un exemple de matrice de responsabilité. Chir, il a présenté un exemple par rapport à certaines offres de services cloud. Moi, je prends l'exemple du PCI DSS. C'est un exemple extrait du PCI SSI Cloud Computing Guidelines. Vous pouvez le trouver sur Internet. À gauche, vous voyez les différentes clauses PCI DSS et l'annexe A1. Donc, on a 12 clauses et une annexe. Et à droite, vous avez
la responsabilité entre donc le client et le fournisseur pour trois types d'offres cloud, infrastructure as a service, platform as a service et également software as a service. Et ce tableau, ça reste un exemple. Donc, j'insiste sur le fait que c'est un exemple et ça suppose que toutes les activités sont sur le cloud. Et pourtant, donc, on voit que la majorité des cases, c'est noté partagé. Donc, la responsabilité, elle est vraiment, dans la majorité des cas, partagée. Donc, il ne faut pas se dire, voilà, je suis sur le cloud. Donc, le cloud, le fournisseur, il est certifié. Donc, je le suis certainement. Ce n'est pas vrai. Si je prends l'exemple du platform as a service, donc sur 12 clauses, il y a une seule qui est sur la responsabilité entière donc, du fournisseur et les 11 autres donc, sont réparties entre les deux. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on aimerait bien justement avoir quelques questions si c'est possible. Alors, première question, quelles clauses contractuelles doivent être incluses pour assurer une sécurité, une conformité optimale avec les fournisseurs de services cloud? Alors, c'est large comme question. Hein. Ah oui. Bon, je vais en citer deux. Walid en a parlé. D'abord, les clauses de réversibilité. C'est extrêmement important. Si vous voulez aujourd'hui changer de prestataire, de fournisseur cloud, si vous n'avez pas cette clause-là, vous n'avez aucune garantie que vos données peuvent être réutilisées par le nouveau fournisseur. C'est extrêmement important. Et deuxième, c'est les clauses d'auditabilité. D'accord ? En cas d'incident, vous devez situer les responsabilités. Maintenant, la clause d'auditabilité doit vous permettre de dire, moi, j'ai le droit en tant que client de faire des audits sur tel périmètre. Et donc, le fournisseur sera obligé, si cette clause est signée, de vous laisser faire les audits tels que stipulés dans les contrats. Mais souvent, Walid l'a rappelé, souvent, voilà, c'est des choses qu'on vous impose et souvent, vous n'avez pas le droit parce que c'est des milliers de clients qui vont devoir être gérés de la même manière. Mais souvent, voilà, moi, j'aime bien cette clause de réversibilité. Au moins, on sait que les données qu'on a récupérées peuvent être réutilisées, transférées chez un nouveau cloud provider. Ouais. Et il y a aussi, comme je l'ai dit, la stratégie de sortie. Et dans tous les cas, il faut que vos clauses contractuelles soient basées sur une analyse des risques. C'est vraiment cet exercice de gestion des risques qui va vous aider à identifier les risques que vous devez traiter. Et donc, le traitement des risques, ça passe par des mesures techniques, ça passe par des exigences contractuelles, ça passe donc, comme je viens de le mentionner, par plusieurs types de contrôles de sécurité dans les exigences contractuelles. Ok, on va prendre une dernière question parce que là, on est vraiment tenu par le temps. S'il y a une dernière question et puis on clôture. Est-ce que le RGPD s'applique au Sénégal? Bon, Wadi, je te laisse ça. Ça dépend. En fait, le RGPD, il s'applique à toute entité qui traite des données de citoyens européens. Voilà. Donc, si vous êtes une institution au Sénégal, mais qui traite des données à caractère personnel de citoyens européens, alors le RGPD, il s'applique. Voilà, quel que soit votre emplacement. C'est le type des données qui compte. C'est pas la localisation physique des données ou des traitements. Bon, très bien. Malheureusement, il y a beaucoup trop de questions. On ne pourra pas répondre à toutes ces questions. Malheureusement, sur les formations à privilégier, on ne peut pas répondre. Regardez sur Internet, hein, il y a beaucoup de formations des clouders, mais aussi des formations agnostiques aux clouders, donc qui sont un peu génériques. Merci vraiment de votre attention, d'être présent. Merci à Amadou pour l'invitation. Wadi, je te laisse clôturer. Justement, merci à vous tous et n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Donc, on est disponible pour répondre à vos questions et également pour vous accompagner en cas de besoin. Merci. Merci Wadi, merci Cher. C'était une superbe session. Je mets la caméra, c'est mieux. Juste pour dire aux participants, si effectivement Wadi et Cher ont le temps, il y a une table qui s'appelle la table des speakers dans l'accueil. Donc, vous pouvez peut-être les retrouver à ce moment-là. Là-bas pour poser d'autres questions. Vous pouvez les retrouver sur LinkedIn, vous pouvez les contacter pour parler de votre projet de cybersécurité également. N'hésitez pas à nous contacter. Ça nous ferait vraiment plaisir de compléter cette session parce que 40 minutes, franchement, Amadou,
c'est très peu. Ça va très vite, ça va très vite. On a beaucoup de belles sessions comme la vôtre, effectivement, ça va très vite. Mais en tout cas, je pense que c'était très clair, le message est passé. Encore une fois, merci à vous. Merci.